Bonjour à tous. Bon, on va démarrer du coup. Merci d'être présent. On va vous présenter avec Wassim un petit talk sur un retour d'expérience sur du consulting, sur des projets qu'on a fait depuis 2-3 ans sur Angular. Donc l'idée c'est de voir un peu ce qu'on a vu en intervention, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et puis après comment on peut améliorer un peu et voir un peu tout ça. Petite question avant de commencer, qui est développeur Angular de la salle? Ouais. Parfait, vous êtes dans la bonne session. Hop. Alors le petit disclaimer, c'est basé sur notre propre expérience comme je le disais, donc la vôtre est forcément, peut être forcément différente suivant le projet sur lequel vous êtes, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc n'hésitez pas après à venir nous voir à la session de questions après dans le. Il y a forcément des choses, vous n'allez pas être d'accord forcément. Voilà, on a essayé d'être un peu généraliste ou en tout cas de pas être trop super spécifique, ouais. Mais il y aura les office hours après le talk ici, donc n'hésitez pas à venir nous voir en bas pour lancer le débat. On va se présenter rapidement. Moi, Vincent Glebinski, je suis architecte logiciel chez S2I à Rennes. Je suis GDE Web Techno et je suis auteur d'un outil de génération de doc là, pour les projets Angular. Quelqu'un utilise Compodoc? Si, quand même, il est pas mal. Ouais, il y en a qui connaissent. Ah oui, donc moi c'est Wassim, chez GAM. Je fais plein de trucs. Vous pouvez me trouver sur Internet, donc sur Twitter principalement, Manikineko. Je fais partie de la core team Angular, surtout sur la partie outillage, CLI et Bazel et compagnie, pour tel t-shirt. Et donc je travaille chez Microsoft dans l'équipe Cloud Advocacy, donc pour tout ce qui est Azure et JavaScript principalement. Voilà. Alors on a mis cette petite citation là qu'on avait mis aussi dans le synopsis du talk pour illustrer un peu la mécanique qu'on voit souvent dans les projets et surtout dans la partie développement. C'est l'aspect, il y a une petite feature développée, on va la faire marcher, on essaye d'avancer assez vite pour logiquement valider un concept, montrer que ça marche. Et après, c'est souvent le travers qu'on a dans certains projets, c'est qu'il faut aller vite, des fois on peut prendre du retard, et si on n'a pas la volonté de rentrer sur la deuxième phase, de faire la chose vraiment bien pour que ça soit maintenable ou testable ou des choses, tout ça dans ce genre-là, on reste des fois bloqué sur la première partie. Et après, on pourrait être tenté aussi de dire, on va essayer de faire de la perf pour la perf aussi. Mais c'est pour ça qu'on a rajouté le if needed à la fin, parce que c'est pas forcément obligatoire d'aller vers cette troisième étape-là. Si déjà vous faites marcher votre brique, que vous arriviez à bien la faire marcher et la documenter ou la coder correctement, mais vraiment bien comme il faut, avec des patterns, je sais pas, des standards de votre entreprise, etc., c'est déjà très bien. Et puis après, s'il faut aller chercher de la perf pour une expérience utilisateur, c'est faisable aussi. Le point derrière ça, c'est que Angular déjà est assez performant. Après, il y a des cas métiers qui font qu'il faut aller vraiment chercher les choses de manière assez profonde, mais sinon ça marche pas trop mal derrière. Qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? On a appelé ça les mauvaises pratiques, mais bon, c'est des choses qu'on a vues assez régulièrement sur toutes les missions qu'on a eu à faire. Et d'essayer de discuter, de vous présenter un peu avec vous. Alors il y a certaines vous êtes peut-être passé par là aussi, on est tous passés par certains un peu travers qu'on a au début. Et puis on va en partager certains, puis après vous pouvez venir en discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Des patterns un peu de comment bien faire les choses et ce qui est un peu qui marche bien au fur et à mesure du temps et qui reste au final des choses qui marchent peu importe le framework. Et puis la manière dont Angular propose les choses, parce qu'on sait qu'il est très orienté par rapport à d'autres frameworks. C'est pas c'est un choix qui est assumé et qu'il faut essayer de suivre, même s'il est assez ouvert sur d'autres aspects, on verra tout à l'heure. Et puis des petites anecdotes de temps en temps. Sur les deux grosses parties, il y a une première partie plus orientée, on va dire technique, code. Et puis la deuxième partie qu'on verra tout à l'heure sur un peu tout ce qui est organisationnel, tout ce qui tourne autour de l'équipe, les petits trucs qu'on a vus aussi qui sont pas forcément liés directement à du code pur et à Angular, mais à des choses un peu dérivées.
je vais laisser la main à Wassim pour la première partie, sur la partie un peu Merci. code. Donc effectivement, avant de parler du côté organisationnel dans les différentes équipes, on va passer quand même par la partie code. Je pense que c'est pour là que vous êtes là aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Alors, premier point qu'on a remarqué souvent, c'est cette confusion en fait, entre les modules ES6, ES 2015, et les modules Angular. Est-ce que déjà dans la salle, on fait la différence... Ah, Vincent, le micro... Ouais. Pardon, la différence entre ES6, Angular? Ouais, ok, d'accord. En fait, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Le module ES6, donc c'est un standard du web. C'est une façon de charger des fichiers JavaScript, on va dire de façon moderne, sous forme de modules, modularisation des scripts. Alors qu'Angular, en fait, ça porte le même nom, mais c'est pas du tout la même chose. Angular, on utilise les modules, les ng modules, pour structurer en tout cas les... bon, pour des raisons techniques, c'est pour la compilation, on va dire, mais pour nous, dans le jour de tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, en fait, c'est pour structurer nos fonctionnalités, métiers, et même aussi code. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Voilà, malheureusement, ça porte le même nom. Toujours par rapport en fait au module, ça c'est quelque chose qui revient souvent, et je sais, malheureusement, ça a été designé comme ça pour l'instant. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans le disclaimer, tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi, ça n'engage pas l'équipe Angular. D'accord, parce que je sais que c'est filmé. Voilà, donc c'est par rapport, en tout cas, à mon passé de consultant avant, donc quand je bossais avec Vincent et dans d'autres boîtes aussi, ce que j'ai remarqué en tout cas. Voilà, donc il y a ces trois on va dire, types de modules au sein d'Angular qui vous permettent en fait de structurer notre application. Donc il y a ce qu'on appelle les core modules, les modules en fait, dans lesquels on va venir regrouper des fonctionnalités, les API internes à notre projet. Typiquement, si vous écrivez des intercepteurs ou des exception handlers, ou des choses comme ça, généralement, c'est mieux de les regrouper là-dedans. Comme ça, en fait, on peut les identifier facilement lorsqu'on navigue dans le code ou lorsqu'on doit résoudre des bugs. Bien sûr, il y a donc les features modules. Donc là, comme le nom le dit, en fait, c'est les modules où on va venir regrouper les fonctionnalités business, métier. Donc là, typiquement, voilà, classique, contact module, login module, product module, voilà. Et puis donc le dernier, et ça souvent c'est celui qui pose le souci, c'est les shared modules. C'est les modules en gros qui contiennent du code partagé entre soit plusieurs modules, soit même au sein du même module, mais entre plusieurs composants, plusieurs services. Donc typiquement, ce qu'on a remarqué, voilà, donc ça c'est une archi classique d'Angular. On a le entry point, donc le app module, qui va venir du coup centraliser toutes les fonctionnalités de notre application. Et puis derrière, forcément, on va venir appeler les API d'Angular. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est en fait, on a un global module, shared module, qui contient quasiment tout le code partagé. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on a le droit d'avoir des sous-modules partagés dans chaque fonctionnalité. Typiquement, si vous avez un module qui va gérer les utilisateurs, le user management, dedans, vous pouvez avoir un shared module qui va par exemple partager des fonctionnalités d'affichage d'informations utilisateurs ou de connexion ou de choses comme ça. Plutôt que de mettre ça dans le global shared module, et Vincent tout à l'heure on parlera en fait pour la partie test unitaire, c'est super important de ne pas avoir un fat ugly global shared module comme je l'appelle, où en gros en fait c'est un gros sac dans lequel on met tout ce qui est censé être partagé. Parce qu'au début, on commence le projet, ce module-là il est petit, puis au bout de 3 ans de projet, 4 ans de projet, en fait, voilà, on commence à mettre tout et n'importe quoi dedans. Et en fait, alors là, c'est inspiré d'un projet sur lequel on avait travaillé super longtemps. Là, du coup, c'est le graphe de dépendance d'un projet Angular. Si j'essaie de zoomer un peu, voilà, vous voyez pas mal d'interdépendances, etc., dans tous les sens. Quand vous voyez ce genre de dépendance, si vous générez du coup des graphiques avec Bazel ou avec Compodoc par exemple, c'est ce qu'on appelle un red flag. Commencez à réagir rapidement. Et essayez du coup de reséparer potentiellement en termes de SRP, responsabilité que tu vas évoquer tout à l'heure, et restructurer, réarchitecturer l'application avant que ce soit trop tard derrière. Voilà.
Pendant cette présentation, en fait, on va voir des slides comme ça, donc avec des tips pour revenir en fait sur des points importants. Typiquement ici, voilà, éviter de surcharger le shared module, le global, en fait, avec tout le code partagé de votre application, et plutôt privilégier, s'il y a besoin, des shared modules locaux. Un autre point aussi qu'on n'a pas mentionné, qui est, on va dire, inhérent en fait à ce shared module, c'est que lorsqu'on va commencer à mettre des providers, des services dans ce shared module, on peut tomber sur, c'est très rare, ça peut arriver, mais en fait au runtime, on peut tomber sur ce qu'on appelle la corruption de modules, où en gros on va avoir du coup des modules qui se surchargent entre eux. Si vous avez, là je parle vraiment d'un très gros projet avec potentiellement plusieurs teams différentes dédiées par fonctionnalité. Et on peut avoir du coup des équipes qui vont surcharger par exemple qui vont écrire un logger ou un intercepteur, et du coup l'autre équipe va faire la même chose, mais du coup en fait au runtime on peut surcharger, les différents providers peuvent se surcharger entre eux. Donc pour cela, voilà, évitez de mettre les providers dans les modules, plutôt privilégier dans le core par exemple. Une petite information plus tard, dans un futur assez proche on va dire, la notion d'ng-module dans Angular va devenir optionnelle. Et on n'aura plus besoin du coup de charger ou de mettre les composants dans un module, mais plutôt on va pouvoir les charger dynamiquement, indépendamment, dans cet esprit web component en fait. Donc là, si ça vous intéresse, c'est pour ça qu'il y a toute la réécriture d'Ivy qui a été faite récemment pendant la dernière année, et les releases de tout ce qui est Angular Elements par exemple. Donc voilà, c'est pour s'orienter en fait vers ce sens-là où on n'aura plus besoin des modules. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, les modules, initialement, on a introduit ça pour des raisons de compilation, AOT principalement, mais là, comme le compilateur a été réécrit from scratch, potentiellement, on n'aura plus besoin de ça. Mais ça devient optionnel, ça ne va pas partir pour l'instant, mais on pourra du coup, bien sûr, s'en passer, volontiers. Un autre point, donc toujours lié aux modules, mais plus vraiment, là, c'est plutôt le chargement des modules. Qui fait du chargement dynamique du coup dans le lazy loading, ce qu'on appelle lazy loading? Ouais, là vous devriez tous lever la main. Ça c'est très important. Typiquement, il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est un réflexe à avoir. Plutôt effectivement de charger de manière, on va dire stricte ou voilà, eager en anglais, les différentes dépendances, modules ou composants, comme ici dans ce code-là. Je ne sais pas si vous voyez bien le code. Plutôt privilégier en fait un chargement dynamique, donc avec un load children, et du coup la nouvelle syntaxe d'ailleurs avec les imports pour le coup ES 2015 cette fois-ci. Et bon, je dirais ici, je ne l'ai pas fait dans l'exemple, on peut aller à l'extrême aussi, bon c'est mon avis en tout cas, et voire même charger en fait le home component, le home module. Donc, ça veut dire que tout est chargé dynamiquement. Comme ça, en fait, ça accélère le temps d'affichage, en tout cas, d'Angular. Un autre point qui revient aussi souvent dans les trucs qu'on a remarqués, c'est comment organiser l'arborescence de mon projet. Là, on ne parle pas de l'architecture d'Angular, d'une appli Angular, mais plutôt comment organiser ou structurer une archi répertoire. Donc là, on peut zoomer peut-être? Non, pas zoomer. Ici, je vous ai mis un exemple d'un projet, pour le coup, il est sous Bazel, mais ça n'a rien à voir. Mais ça vous donne en fait une idée de comment éventuellement structurer une grosse appli avec ces fameux feature modules. L'idée, c'est d'avoir du coup des répertoires qui portent en fait les fonctionnalités. Et vous avez le droit d'imbriquer du coup, ces fonctionnalités. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir des structures flat. Vous pouvez regrouper. Typiquement, si vous avez 15 modules qui gèrent la gestion des utilisateurs, etc., bah, mettez tous ces modules Angular dans un répertoire qui s'appelle users. Et dedans, vous allez avoir du coup les différents sous-modules. Voilà, donc en fait, organisez-le dans le sens qui vous va à vous. C'est-à-dire que si vous devez naviguer dans votre application avec VS Code ou n'importe quelle IDE, vous pouvez vous trouver facilement en fait, dans les différents fichiers. Sujet suivant, donc l'écriture des librairies. Qui a déjà écrit des librairies en Angular? Ok, ça commence. Qui a déjà utilisé Webpack du coup pour le faire? Ok. Donc ça c'est l'histoire ancienne. À partir, je crois, de la version 6 du CLI ou la 7, on a une nouvelle commande pour générer des librairies Angular, compatibles Angular.
Donc derrière, on n'utilise pas Webpack, on utilise ngpackager. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Voilà, vous n'avez plus de quoi vous prendre la tête avec la configuration, avec les différentes, on va dire, hacks ou config à écrire. Vous générez ça, ça vous génère du coup une structure comme un composant, comme n'importe quel autre système de génération là qu'on utilise. Et il n'y a plus qu'à coder votre logique métier et la déployer du coup sur un NPM local ou un NPM global. Un autre point aussi qu'on a remarqué, et bon, ça je le mets, mais je pense que j'aurais pu le bypasser parce que c'est très compliqué comme sujet, mais c'est d'avoir, en fait, on a tous des scripts à côté qui vont venir, par exemple, après le build, venir modifier les fichiers, l'HTML généré, pour intégrer un numéro de version ou charger une configuration dynamique d'un serveur ou autre. Je le fais aussi, ça c'est tiré d'un projet perso, hein. J'ai des scripts à côté pour déployer sur une instance cloud. Depuis récemment, en fait, on a cette nouvelle notion de déployeur, de builder en fait dans Angular CLI, qui va nous permettre en fait de venir modifier le workflow du build, ou en tout cas s'intégrer dans le workflow du build. Quand j'ai le workflow du build, c'est le ngBuild. Lorsqu'on fait ngBuild, jusqu'à maintenant en fait, c'est une black box. On exécute du code, vous ne pouvez rien faire à part à la fin du coup avec les scripts post-build. Avec les déployeurs et l'API s'appelle les builders. On va venir du coup vraiment s'interfacer avec le build et faire des choses en parallèle si on souhaite. Donc voilà, imaginons on a centralisé tous ces scripts-là dans un package qui s'appelle /company/deploy. On a simplement besoin de faire ng-add, on l'ajoute, et du coup ça va venir modifier notre projet et puis modifier éventuellement le workflow du build. Qui a ça dans son code, sans jugement, sans troll? On l'a tous, hein. Nous, tout le monde en fait, là forcément. Lorsqu'on commence un projet, on va commencer à faire des liens relatifs, etc., des chemins relatifs. C'est normal. C'est juste qu'en fait, là, c'est plutôt, je dirais, en fait, une astuce que on aurait dû le faire en tant qu'astuce plutôt que restitution. Mais il y a possibilité de configurer TypeScript en fait pour pouvoir du coup utiliser cette nouvelle façon de faire, c'est-à-dire en fait, des alias de chemin. Comme ça, en fait, on peut facilement bouger notre code par la suite et il n'y a plus qu'à venir modifier la config globale. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais on peut faire la même chose pour tout ce qui est SCSS, SAS ou LESS ou Stylus, n'importe. Il y a une config à faire dans le tsconfig aussi. Pareil, dans les imports, par exemple, si on veut importer des fichiers SAS, même syntaxe, @scope / le nom du fichier SAS. Voilà, tips numéro 3, hein, ça commence à 0, donc normalement c'est le 4e. Donc 3, on va dire. Commencez à regarder ces deux API de l'Angular CLI, les schematics et les builders. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui parce qu'on n'aura pas vraiment le temps, mais on pourra en parler après pendant les office hours. C'est très puissant, forcément. C'est un système de plugin assez puissant en fait, côté CLI. Le sujet chaud de l'année dernière. JIT versus AOT, ça parle à des personnes. Ça, ok, voilà. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Il y a une conférence d'1 heure. Je vous ai mis les slides. Donc vous pouvez cliquer dessus, c'est un lien. Mais pour résumer ça, vite fait, en fait, lorsqu'on prend une application Angular et qu'on la compile, ça veut dire quoi compiler une application Angular? C'est pas du C non plus, hein, c'est du JavaScript. En fait, on va prendre l'HTML qu'on écrit dans les templates. Voilà, c'est de l'HTML standard, on est d'accord. Par contre, il y a des directives Angular, il y a du code spécifique Angular. Ça, c'est pas reconnu par le navigateur. Donc, on est obligé de le compiler, faire quelque chose qui est reconnaissable par le navigateur. C'est ce qu'on appelle compilation, communément. Donc, on va prendre tout ça, on va le passer dans une moulinette avec un compilateur, etc. Et je vous ai mis une étoile, un petit astérix. Avant la version 8, c'était du coup l'ancienne génération de compilateur qui s'appelle Vue Engine. À partir de la version 9, là, qui va sortir en mois de novembre, c'est le nouveau compilateur qui a été réécrit, IV. Pour vous, pour nous, en tant que développeur externe, entre guillemets, utilisateur d'Angular, c'est transparent, il n'y a rien qui change. Mais derrière, par contre, ça ouvre pas mal de portes, en fait, d'opportunités pour Angular pour la suite. Tout à l'heure, je pensais notamment à ng-module, mais aussi le fait de pouvoir utiliser Angular en dehors, enfin, le fait de pouvoir utiliser des composants Angular en dehors d'Angular, dans des applis Vue, React,
Il y a quoi d'autre? Bref, n'importe quel futur truc qui sort. Et donc, après la compilation, en fait, il y a un AST qui est généré, donc c'est une représentation mémoire en fait, de votre code source, et puis on passe cette moulinette, en fait, on passe cet AST-là à une moulinette qui va générer du code. Donc c'est le JavaScript qui est généré et qui est envoyé au navigateur pour être interprété. Donc toute cette phase de compilation, en fait, ce qu'on appelle le JIT, Just in Time, donc ça c'est des notions qui sont empruntées en fait au monde du C et les vrais gens qui font de la compilation derrière. Toute cette phase-là, en fait, elle est faite côté navigateur, au runtime. C'est-à-dire la compilation, on prend les templates, on les convertit en JavaScript valide, etc. C'est fait pendant la navigation. Donc voilà, on peut comprendre qu'il peut y avoir du coup des choses, par exemple ça peut ramer, c'est rare mais bon ça peut arriver, et puis ça tourne pendant le runtime. En AOT, en fait, la différence c'est que cette phase de build, cette phase de compilation se fait au build time, c'est-à-dire lorsqu'on exécute la commande sur notre machine. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça, encore une fois, qu'on a introduit les ng modules pour avoir un contexte d'exécution pour ces différents composants, parce qu'il y a beaucoup de métadata en fait. Tous les arrobas component, arrobas directif, toutes les informations qu'on met là-dedans, ça c'est des informations qui vont aller directement vers le compilateur, parce que le compilateur en a besoin. Encore une fois, regardez l'autre slide, tout est détaillé normalement, et je crois qu'il y a même des vidéos sur Internet. Voilà, donc une petite astuce par contre, liée à ça, pourquoi je parle de ça, c'est voilà, on n'est pas concerné directement, par contre, j'ai remarqué ça en fait souvent lorsqu'on build, lorsqu'on travaille sur des projets, jour le jour, forcément souvent on fait ng build. On intègre ça dans un watcher, etc., puis ça build régulièrement. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce ng build, ça build en JIT, just in time. Et ce just in time, en fait, il est pas strict, il est très cool comme compilateur. C'est-à-dire qu'il peut faire passer, il y a des choses qui peuvent passer, des erreurs, par exemple, si on a typé nos codes en any, ça passera, il n'y a pas de souci. Si par exemple dans notre template HTML, on appelle une propriété de notre composant qui n'existe pas, ça passera. Par contre, lorsqu'on compile en mode AOT, donc là c'est ngbuild-prod, là on va durcir en fait la compilation et on peut avoir des erreurs qu'on n'avait jamais vues en fait avant. Donc au lieu, et ça j'ai remarqué dans différentes missions avant, on fait en fait un build prod une fois par mois ou avant de faire une release, et là on découvre qu'il y a plein d'erreurs, mais bon, ça fait quand même 3 mois qu'on travaille sur le projet. C'est trop tard en fait pour revenir, commencer à réfléchir, ok, pourquoi j'ai fait ça, comment... La doc, souvent il n'y a pas. Donc régulièrement, moi ce que je préconise, c'est d'avoir une CI/CD à côté et de lancer par exemple tous les jours un build prod, sachant d'ailleurs que le build prod dure un peu plus de temps, vu qu'il y a pas mal d'optimisation, il y a pas mal de check-in qui est fait. Ça dure peut-être 20-30% plus longtemps qu'un build classique. Donc, mettez-le quelque part sur votre Jenkins, sur votre CI, et faites-le tourner une fois par jour. Comme ça, en fait, s'il y a des erreurs qui se déclenchent, on fait un git blame et du coup, on demande à la personne de résoudre le problème. Je vais passer rapidement du coup sur la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on fait un ng build, typiquement? On prend votre code Angular, HTML, TypeScript, CSS ou stylus ou n'importe. On fait passer ça dans une moulinette de compilation, d'interprétation, on va dire, de compilation, et on génère du JavaScript. Et le navigateur, lui, il veut du JavaScript. Même le CSS est transformé du coup en JS. Là, je vous ai mis en fait un détail, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on exécute derrière le capot? Non, qu'est-ce qu'on exécute under the hood lorsqu'on fait ng build. Il y a tout ça qui se met en route. Faites juste attention, du coup, ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui est en rouge. C'est l'optimisation de votre TypeScript en JavaScript. Et aussi, lorsqu'on build en AOT, là, du coup, il y a les différents compilers dont je viens de citer. Forcément, en AOT, ça prend plus de temps aussi. Voilà, c'est juste pour un titre d'information ici. Ok, donc si vous remarquez que vos builds prennent plus de temps à se faire, et ça d'ailleurs, ça peut être aussi inhérent au fait qu'on ait des templates de plus en plus compliqués, complexes surtout. Pour le coup, là, je pense que tu vas parler de dump versus smart component. Il faut vraiment restructurer et faire des templates le plus léger possible. Bref, si vous voulez des solutions rapides, on va dire, essayez, je dis essayez parce que je sais que c'est pas compliqué, pour l'avoir vécu plusieurs fois, d'être toujours à jour en fait sur Angular. ng-update, donc ça c'est une commande qu'on vous offre dans le CLI, qui permet de faire tout un tas d'heuristiques, un maximum de choses pour vous mettre à jour vers la dernière version d'Angular et les dépendances d'Angular, pas les dépendances du marché. Si vous faites, par exemple, si vous avez du PrimeNG ou des choses comme ça, malheureusement, c'est à eux de suivre la cadence.
Mais en tout cas, pour tout ce qui est Angular, RxJS, Zone et TypeScript, on met à jour les dépendances pour vous. Et comme ça, vous êtes sur la dernière version du CLI et du framework et de l'écosystème de manière générale. Deuxième chose, essayez d'investir dans Bazel, qui est, voilà, je ne vais pas dire ce que c'est, mais c'est une nouvelle façon de builder les applications, qui est d'ailleurs par défaut, je crois, on l'a mise par défaut dans la version 8. Non, dans la version 8, elle est derrière un flag, mais elle sera par défaut dans la version 9. Encore une fois, c'est transparent pour l'utilisateur final, le développeur final. C'est ngBuild, de manière classique. Mais derrière, en fait, on a rechangé des trucs pour essayer d'accélérer au maximum le build. Alors, j'avais préparé une démo. Alors, c'est npm, je crois. Hop. Donc là, en fait, c'est pas le Webpack classique qui va se lancer pour builder l'application. C'est une application de test que j'ai ici, c'est pas un vrai projet, mais c'est une application qui a quand même plusieurs centaines de composants et de modules. L'idée derrière, en fait, en 2 minutes, vite fait, en gros, Bazel, lorsqu'il lance la première fois, donc, il crée un cache en mémoire, un cache de dépendance et un cache de build la première fois. Et ce cache peut être local sur la machine, mais il peut être aussi distribué dans une session cloud. Typiquement, chez vous, en entreprise, vous faites une session partagée avec toute l'équipe, et comme ça, tout le monde bénéficie en fait de ce cache-là. Donc là, je le lance la première fois sur le projet, donc il est en train de compiler tous mes centaines et centaines de composants. Il va créer tout ça en mémoire. Et puis, tous les builds suivants, toutes les compilations suivantes vont être quasi instantanées, si bien sûr j'ai rien modifié. Typiquement, là, je ne modifie rien dans mon code. Imaginons, j'arrive le matin, je lance ma machine. L'équipe a déjà pas mal travaillé sur le projet hier, donc il y a eu nouveau cache en fait sur le serveur. Moi, je relance juste la même commande ngBuild, boum, 0,05 secondes. Il n'y a pas besoin de tout recompiler en fait. C'est ce qu'on appelle la compilation incrémentale derrière. Voilà, donc, commencez à regarder. Il y a quelques notions quand même à connaître concernant Bazel, mais ça peut valoir le coup. Hop. Et du coup, je laisse la main à Vincent pour la suite. Hop, là. Merci. Un autre point qu'on a vu assez souvent, c'est on installe des dépendances de la communauté pour faire telle ou telle feature ou rajouter un date picker. Je prends l'exemple le plus simple, mais on a tendance, une feature va ramener ça, une autre feature va ramener ça, etc. derrière. Et si on n'est pas assez vigilant à ce que cette petite librairie ou dépendance externe va tirer ensuite derrière, on peut se retrouver sur des bundles à la fin qui peuvent être assez gros. Et en termes de perf, c'est pas toujours recommandé. Donc, qui connaît le Webpack Bundle Analyzer là, qui l'a déjà utilisé? Donc voilà, n'hésitez pas les autres à le lancer de temps en temps par curiosité. Moi, je l'utilise souvent sur les audits pour justement aller voir qu'est-ce qui traîne dans le bundle final et qu'est-ce qui pourrait être optimisé de ce côté-là. Et c'est un outil qui vous permet d'aller graphiquement naviguer un peu dans les bundles qui sont générés par la CLI et de voir par exemple, bon là l'exemple qu'on a pris c'est à gauche version JIT et à droite version AOT, donc le compilateur qui est d'Angular disparaît à droite. Mais moi je m'en suis servi 2-3 fois pour justement aller repérer que il y avait une feature qui gérait les dates, qui tirait alors le fameux moment.js, mais sur Lodash pareil, s'il y a d'autres travers ou il y a d'autres libs, où j'ai eu le cas avec un tableau de la communauté qui était assez riche. Et ce tableau-là, par défaut, embarquait une lib de génération de zip pour exporter toutes quelques lignes du tableur dans un format externe, etc. Et il l'embarquait par défaut et en gros le client n'en avait pas besoin. Et donc en gros en activant l'option en leur disant bah, on ne veut pas cette partie-là, et ben, on a pu enlever 200 ou 300 kilos de code assez facilement. Donc ça permet d'aller naviguer, de voir est-ce qu'il y a des choses qui traînent qui ne seraient pas utiles en prod derrière, ou qui sont assez volumineuses et qui prennent du poids pour rien. Donc le petit tip là-dessus, c'est n'hésitez pas à rajouter ce genre d'outil dans une étape de CI/CD. Que vous générez éventuellement un peu comme le build prod tous les jours et puis d'aller voir assez régulièrement, d'analyser les shoots qui sont faits par ces outils-là au niveau CI et puis voir s'il y a des trucs qu'on grossit. Alors ça c'est une action proactive qui n'est pas bloquante, c'est de la permettre d'aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. À contrario des budgets dont on va parler après je crois, sur le...
Je sais plus. Ou les budgets qui sont fournis. Qui a déjà utilisé les budgets là, dans la CLI d'Angular là? Cool. Donc vous savez que c'est fourni par la CLI depuis la 7 ou la 8 Depuis la 7, ouais. C'est généré automatiquement maintenant. Qui vous permet de configurer des niveaux dans votre CI et de dire sur mon projet, je sais pas, le build prod, le package principal ou les packages ne doivent pas dépasser, je sais pas, 200, 300 kg de code. Et en gros, s'il y a une personne de l'équipe à un moment donné qui va rajouter une nouvelle feature, qui va tirer une lib, qui va ramener, etc., pas mal de choses, il va peut-être faire sauter le plafond et du coup, ça peut vous lancer un flag qui va faire échouer un build sur la CI et vous levez un warning assez rapidement et vous avez un feedback rapide. Vous n'êtes pas en mode on verra ça plus tard ou c'est des problèmes de perf qui reviennent en prod après. Et vous avez le feedback assez rapidement. On a mis un autre point sur tout ce qui est design system. C'est assez régulier, c'est logique, hein, dans les projets, on n'a pas envie de réinventer la roue et de se concentrer sur le métier qu'on a développé. La recommandation qu'il faut faire et qui est assez compliqué à faire au début, c'est d'essayer d'en prendre un seul et de prendre celui qui matche le plus ce que vous avez vraiment besoin. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est d'aller faire la liste de courses. Alors au début des projets, des fois quand on est en mode agile, c'est compliqué d'avoir toutes les features à l'avance, mais d'anticiper un peu tout ce qu'on aurait éventuellement besoin en termes de composants, et d'aller faire un peu sa liste de courses, d'aller voir un peu dans la communauté, que ce soit Material, Bootstrap, ou là on a mis... FrameNG, Onsite, Clarity. En fait, juste Clarity, un petit disclaimer, Vincent, on a mis ces 5-là, mais il y en a d'autres en fait. Ouais. On n'endorse pas ces projets-là, c'est juste qu'un exemple, c'est ceux que la plupart des clients utilisent en fait. Et essayer de prendre du coup celui qui matche le mieux la plupart de vos besoins, et après généralement on va combiner avec d'autres briques un peu spécifiques. Par exemple pour les tableaux, on va peut-être prendre un gros composant de la communauté qui marche bien, etc. derrière. Et essayer de pas... Moi je l'ai vu une fois sur un projet de mélanger les deux, et puis en fait il y en a qui vont utiliser le bouton de Bootstrap, il y en a d'autres dans d'autres écrans qui vont utiliser les boutons de Material, etc. Et puis ça fait du mélange et il y a moins de cohérence au terme de code là-dessus. Et puis indirectement aussi, Wassim en a parlé un peu tout à l'heure, ça vous crée des freins sur la mise à jour aussi. Parce que quand vous mettez à jour vos projets avec le ng upgrade, les mises à jour de framework de version en version, elles se passent de mieux en mieux et ça va beaucoup plus vite. Et les retards que vous pouvez avoir sur les upgrades, ça vient généralement de tout ce que vous allez ramener de la communauté, dont ces design systems-là, qui peuvent vous freiner en vous disant « Ah bah non, on ne supporte pas encore la version 8 d'Angular, etc. » Et puis on oublie de mettre à jour, et puis après on reste sur des versions antérieures. Donc, petit moment d'anecdote du coup, parce qu'il en fallait une. On était resté bloqué sur un projet en fait à cause de PrimeNG, parce qu'ils n'étaient pas sur la dernière version d'Angular. On est resté bloqué 8 mois, alors qu'on était à jour partout, sauf du coup sur PrimeNG. C'est pas de leur faute, hein, je dis, mais juste voilà, choisissez aussi en fonction du support qu'il y a derrière. S'il faut payer, n'hésitez pas à payer derrière en fonction de l'importance du projet sur lequel vous travaillez aussi. Oui, pour finir sur ce point d'upgrade, comme tous les autres types qu'on a vus, il y en a certains, essayez d'automatiser au maximum, parce que du coup vous pouvez faire tourner ça sur des CI. Vous pouvez avoir tout un tas d'outils derrière qui vont vous faire des checks. Il y a même des outils pour faire des tests d'upgrade automatiques avec des PR, et du coup, si tout passe bien et qu'il n'y a pas de souci, hop, il vous fait une PR directe avec les upgrades. Du coup, il ne faut pas hésiter à automatiser tout ça aussi derrière. Et un autre point sur tout ce qui est design system, c'est ne faut pas hésiter aussi à envisager tout ce qui est component de DevKit. Donc, qui connaît le CDK d'Angular, qui l'a déjà utilisé Donc, n'hésitez pas, si pour un besoin spécifique de votre projet, pour un comportement particulier ou une feature bien particulière, à regarder le CDK et à récupérer ce qui est fourni par le CDK sur des comportements assez basiques et à enrichir et à vous brancher dessus pour pas aller éventuellement réécrire ou redévelopper tout ce qui est drag and drop, je prends un exemple, mais il peut y en avoir d'autres, et enrichir tout ce qui est fourni par le CDK matériel. Un autre point qui revient assez régulièrement, c'est tout ce qui est test. Alors on le sait toujours, hein, quand les projets sont en retard, c'est le premier truc qui saute avec la doc. Mais faut essayer d'en faire. Après, c'est le premier tip, ce qu'on a vu nous, c'est essayer de séparer au maximum le code pour que ça soit testable facilement. Et en découpant bien les choses, vous allez pouvoir isoler plus facilement et rendre les choses testables plus rapidement aussi.
mais pour vous-même, testable plus facilement aussi. Essayer de se concentrer aussi sur tout ce qui est test vraiment de la logique métier, tester certains composants, les comportements UI, ça peut être fait par d'autres équipes sur des tests end-to-end ou d'autres choses derrière. Donc n'hésitez pas là-dessus. Et puis essayer de penser aussi, de temps en temps on a trop le travers de tester que ce qui va marcher. Et les cas aux limites, faut essayer de ne pas les oublier parce que des fois ça peut être source de bugs. Des travers qu'on a vus nous aussi sur les tests, c'est un peu lié à tout ce qui est organisationnel aussi, c'est d'essayer de ne pas se faire driver par tout ce qui est indicateur. Donc on a un sonar, on a des métriques, puis le management va essayer de regarder ça et va prendre ces métriques-là comme indicateurs, etc. Faut être assez vigilant là-dessus et pas essayer de se faire driver et d'arriver sur du... Moi j'ai vu du smoke testing sur des projets où voilà, les devs en étaient venus à faire des tests de composants qui passaient, je simplifie, avec le trou égale trou, parce qu'en gros, voilà, le test du composant compilait bien, ça passait, puis il y avait la couverture qui allait bien, mais bon, au final, derrière, il y avait, au niveau code à l'intérieur, il n'y avait rien qui était testé. Et essayer de bien comprendre des fois aussi le fonctionnement d'Angular sur certaines parties. Ça rejoint la slide d'avant sur le découpage, parce qu'en gros, du black box testing, vous allez embarquer des choses, ça peut vous entraîner des lenteurs sur les tests qui peuvent être assez impactants. Si vous avez des gros projets, vous avez des tests qui vont durer 20 minutes, une demi-heure. Pour chaque merge request qui arrive sur une CI, ça peut vite être long. Donc essayez de bien comprendre des fois, bien séparer les choses pour que ça aille plus vite. Et ça rejoint le tips un peu de Wassim tout à l'heure, essayer d'éviter d'importer le fameux fat share module dans vos tests, dans vos briques de test, parce que du coup ça va ralentir forcément le démarrage du test, parce qu'il va essayer d'embarquer la terre entière juste pour démarrer ou pour tester une petite brique derrière. Là on va passer sur quelques slides sur des concepts qui sont assez génériques, assez classiques, mais qui ne seraient pas forcément adaptés, dédiés que à Angular. Essayer de penser en termes de responsabilité, en termes de découpage, et de ne pas trop se faire driver par les API, par la tech, et de bien redécouper et penser feature produit. Essayer d'organiser en séparant les choses assez souvent. Alors voici, on en a parlé un peu sur l'organisation de dossiers, mais ça rejoint un peu ça, c'est vraiment de bien décorréler et de bien séparer les choses. Qui a déjà entendu parler de ça, là, les smart versus dumb components Donc voilà, ici, n'hésitez pas à abuser de ça, même si ça rajoute un peu du découpage pour pas grand chose des fois, mais ça permet de bien découper, de bien avoir des briques qui sont bien testables et bien isolées et bien séparées. Essayez d'avoir du code qui est testable et qui est facilement maintenable et changeable. Et moi, ce que je recommande surtout des fois, c'est essayer de penser au fait que est-ce que votre feature, votre code, vous pouvez le supprimer rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'impact sur tout le reste du projet ou sur des imports, des choses dans tous les champs? Si vous pouvez l'enlever assez rapidement, c'est un bon indicateur comme quoi vous avez bien séparé les choses derrière. J'ai mis un petit slide, mais on pourrait en parler plus tard, sur tout ce qui est principe, là c'est un graphique sur tous les concepts que vous pouvez avoir suivant le scope dans lequel vous êtes. Tout ce qui est pattern, soit assez bas niveau, soit des patterns de design, toutes les approches des DD, etc. derrière. Alors on a une deuxième partie là qu'on va aborder maintenant sur tout ce qui est organisationnel. Et Wassim va commencer un peu avec la partie, avec une première partie. On va finir rapidement sur ça ici, le côté humain aussi, le côté organisationnel en fait. Souvent un truc qu'on a remarqué, c'est sur certains concepts assez poussés d'Angular ou de l'écosystème Angular, typiquement ici je parle de RxJS ou de le paradigme FRP, Functional Reactive Programming, souvent il y a 1, 2, 3 personnes en fait qui connaissent bien ce sujet-là et le reste de l'équipe est largué complètement. Donc voilà, un petit tip, essayer du coup d'apprendre en fait, de mettre les moyens pour apprendre un peu ce paradigme-là, qui d'ailleurs n'est pas spécifique à Angular, mais c'est la mode en ce moment dans la plupart des frameworks là. Et surtout le plus important, au-delà de la tech, c'est essayer d'éviter en fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui centralise tout le savoir de l'équipe, parce que le jour où cette personne finit sa mission ou part, vous êtes tout seul. Et du coup, c'est compliqué de recruter notre personne. Donc, essayez de faire des formations internes, des katas, des talks, pour essayer de partager ce savoir-là.
Voilà, je finis. Et un autre point important, c'est tout ce qui est commentaires et documentation. Faut essayer à chaque fois de se mettre à la place de soi-même 6 mois après. Quand on revient sur son code, on dit ouais, pourquoi j'ai fait ça, etc. Donc, poser un petit commentaire sur comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Derrière, c'est toujours sympa pour celui qui va revenir, pour soi-même 6 mois après. Essayer de documenter aussi vraiment que ce qui est nécessaire, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, et laisser faire le type system de TypeScript aussi, qui est assez parlant. En utilisant bien, on voit tout seul ce qui doit rentrer, ce qui va sortir, etc. Et un autre tips important, c'est essayer de documenter vraiment le pourquoi vous avez fait certains choix, soit dans votre code, soit dans des briques que vous avez installées, etc. Notez-le dans un README, à un endroit au plus proche du code généralement, pour que les gens après essaient de comprendre pourquoi vous avez fait ce choix-là, et pas juste bon, on a mis tel truc et puis voilà, pour essayer de comprendre un peu le pourquoi plutôt que le what, quoi. Et un doc d'archi, c'est encore mieux, mais ça, je sais que c'est compliqué à voir. Sur l'aspect mise à jour, on en a parlé un peu avant. On l'a vu des fois, et c'est un peu dans l'esprit hype driven development. On n'est pas obligé des fois de passer sur d'autres versions de framework. Alors là, c'est le paradigme, le virage AngularJS Angular. Mais on a vu des clients des fois, ouais, il faut qu'on passe sur Angular, etc. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que votre API, elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle tourne bien? Est-ce qu'elle est bien structurée, etc. et que ça marche pas trop bien? Vous n'êtes pas obligé de réinvestir 6 mois de boulot et un budget conséquent parce qu'il faut la réécrire. Même si c'est l'arlésienne un peu de notre métier des fois. Et est-ce qu'il y a un besoin fort de nouvelles features dans votre legacy ou pas? Et puis par contre, si vous démarrez une nouvelle feature, nouvelle appli, démarrez avec la dernière version du framework, mais sinon, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre à jour tout le temps les applis. Pour finir, on a mis des gros points assez centraux. Dans vos décisions, il faut essayer de prendre du recul et pas trop se faire driver par la tech. C'est vrai que c'est compliqué des fois parce que c'est dans notre métier, on aime bien tout ce qui bouge, ça bouge tout le temps, alors que ce soit Angular, côté front ou même dans d'autres domaines aussi. Il faut essayer des fois d'arriver à sortir de tout ça et se dire oula, est-ce qu'on fait pas de l'over-engineering pour pas grand-chose des fois. On a mis le deuxième là. Des fois, on en revient à faire du bon sens. Des fois, c'est de se dire qu'est-ce qui serait logique de faire plutôt que d'essayer de prendre un truc, de le tordre dans tous les sens. Il faut essayer de revenir après des basiques des fois. Essayer de suivre les principes solides là, ou des rails qu'on a vu un peu avant. C'est pas mal au niveau découpage et pour la suite, c'est pas mal aussi. De bien séparer tout ce qui est code métier et code de framework, UI, etc. Moi, je le recommande souvent à des clients. Si vous avez du code métier qui implique pas trop de features ou de l'UI, déportez ça dans TypeScript, faites des libs purs TypeScript à côté, etc. Comme ça, après, si idéalement vous changez de framework, mais bon, c'est rarement le cas, mais en tout cas, soit vous pouvez partager ces briques-là avec d'autres projets, et soit c'est dans du langage, c'est pas lié à un framework, et puis du coup, ça peut être plus maintenable et c'est un peu plus aisé dans le temps. Et puis le dernier point, amusez-vous quand même, parce qu'on est là pour coder, faire des trucs assez sympas. Faut pas oublier, même si on a vu pas mal de choses aujourd'hui, il ne faut pas oublier de prendre du plaisir aussi là-dessus derrière. On est des artistes, non? Oui, des artistes. Donc on a fait un petit récap là, des tips. Donc on va partager les slides après derrière, donc vous pouvez regarder un peu tout ça. Et on a remis une citation à la fin, ce qui est pas trop français, on n'aime pas trop l'échec en France, mais il faut pas hésiter à se planter, à réessayer des trucs, à faire des POC. C'est ce qu'on a fait avec Angular. Donc on a AngularJS, maintenant on a Angular. On va se couper à la montage. Ça. Voilà, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas franchement à vous planter, à tester. On a tous les outils qu'il faut pour aller vite, de la CI, du machin, pour avoir des indicateurs, des outils automatisés à mort pour avancer vite et puis s'amuser quand même derrière. Donc merci à tous. Et puis n'hésitez pas à venir nous revoir dans le...